Bonjour à tous, merci de m'avoir rejoint pour ce webinaire sur travailler à distance, pour notamment adapter nos manières de travailler au coronavirus et au confinement. Donc aujourd'hui, on va essayer de garder la réunion à environ 30 minutes. Nous allons tout d'abord parler des clés du succès du télétravail et de la communication en équipe à distance. Ensuite, on va regarder les outils de gestion de tâches et gestion de projet que l'on peut utiliser de manière gratuite au maximum. Ensuite, les outils de communication d'équipe et on va se focaliser sur 2 points. Le premier sur les outils pour organiser une réunion à distance et après les points clés pour réussir une réunion à distance. Je vais plutôt parler des réunions à distance en interne. Ensuite, nous regarderons les outils de présentation. Donc, si on devrait présenter quelque chose lors d'une présentation, quels seraient les outils à utiliser? Et enfin, les outils de partage. Donc, une fois que l'on a fait de la gestion de tâches, qu'on a communiqué, qu'on a présenté, quels outils on peut partager? Donc, tout d'abord, les clés du succès. C'est la première chose, c'est bien qu'on va parler de beaucoup de communication, mais c'est de communiquer et pas juste de communiquer, nous faisons du télétravail. Mais c'est aussi donc de communiquer au sein de l'équipe et de communiquer sur les attentes. Donc en général, on va s'attendre à ce que le télétravail ce soit merveilleux, que ce soit facile, alors qu'en réalité, c'est plutôt l'image du bas sur on galère pas mal et c'est pas simple. Alors on galère pourquoi? Pour plusieurs raisons. Pour les personnes avec enfants, on est souvent interrompu, on a du mal à se concentrer. Pour les personnes qui n'ont jamais fait de télétravail, en général, il y a toujours autre chose d'autre à faire quand on travaille de la maison. La machine, alors on peut pas dire faire les courses en ce moment, mais s'occuper des fleurs et cetera. Et puis il y a aussi la capacité à se donner un cadre, qui est assez compliqué. Donc il faut bien définir les attentes, que ce soit par rapport à nous-mêmes, mais 2 aussi en termes d'équipe et par rapport à l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise attend de manière réaliste de ses salariés ou de ses collaborateurs en télétravail? On ne va pas avoir la même journée du tout que lorsqu'on est en entreprise. Si on est seul à la maison, on se rend compte que parfois on peut être beaucoup plus efficient et efficace, donc les 2, en télétravaillant. Puis lorsqu'on a des enfants, ce sera plutôt l'inverse, donc pouvoir gérer ses attentes et bien les définir en fonction des collaborateurs. Et la troisième chose, donc j'en ai touché un point, c'est de gérer son temps et le temps de votre entreprise. Hem, alors ça peut être vu de 2 manières, donc de gérer le temps qu'on va passer sur une tâche et c'est le petit logo ici que vous pouvez voir qui s'appelle, c'est un outil qui s'appelle Pomodoro qui permet de gérer, enfin de pas de gérer, de calculer, pardon, le temps que l'on passe sur une tâche en particulier. Donc notamment quand on essaye de passer un temps certain sur une tâche, on va lancer le timer et puis au bout de 25 minutes, pourquoi 25 minutes? Parce que c'est le temps maximum de concentration d'une personne sur une tâche. Le timer va, sonner et on va du coup s'octroyer 5 minutes de pause. C'est le timer qui nous donne 5 minutes de pause et bam, on repart sur un cycle de 25 minutes. Donc ça vous permet de vous dire: «Je peux dédier 1 heure», quand on ignore, c'est 50 minutes à une tâche et puis 2, ça nous permet aussi de voir est-ce que c'est réaliste comme temps pour moi comme pour l'entreprise et donc aussi de calculer le temps passé entièrement sur un projet ou sur un client. Hem et 2, donc de gérer votre temps, vous, en tant que personne aussi, de se dire, bah, de manière réaliste, en télétravail, en fait, je n'arrive à travailler que 5 heures ou que 4 heures parce que j'ai soit les enfants ou 2, je suis interrompue par d'autres choses. Donc voilà, ça peut aussi vous aider au fur et à mesure à redéfinir les attentes de l'entreprise et de votre employeur. Donc on va voir tout d'abord la gestion de projet et la gestion de tâches. Donc lorsqu'on travaille en équipe à distance, on va devoir travailler avec des outils, qui nous permettent de communiquer et de pouvoir gérer nos projets à distance. Le premier est un des plus utilisés gratuitement. Je vais essentiellement parler d'outils gratuits, c'est pour ça qu'il y a plein d'outils que vous ne verrez pas, parce que j'essaie de mobiliser essentiellement les outils gratuits en les combinant. Le premier c'est Slack. Donc Slack qui est un outil collaboratif d'équipe, aussi bien pour la communication que pour de la gestion de projet. Ensuite, on va utiliser Trello, qui permet de faire la gestion de projet et la gestion de tâches. Ensuite, on va regarder ClickUp qui permet de
un peu c'est une manière, c'est un Trello avancé en fait. Et dernier, donc je souligne, mais qui est payant, donc je ne ferai pas de démonstration de cet outil, c'est Asana, qui est vraiment, pour le coup, si on est plusieurs collaborateurs, beaucoup de collaborateurs, d'avoir une gestion de projet bien plus définie. On peut aussi mentionner SparkUp, Monday, beaucoup d'outils comme ça, mais qui sont payants, donc je ne mentionnerai pas aujourd'hui. Et donc, je vais d'abord parler de Slack. Donc, ça, c'est quoi? C'est quelque chose qui ressemble à ça. On voit sur la gauche, donc ici, je vais utiliser mon pointeur. Ici, c'est le nom de l'équipe. Là, on voit le nom du collaborateur, donc Marion, c'est moi. Et ici, je vais avoir ce qu'on appelle des chaînes. Alors, les chaînes, vous en avez deux types. Il y en a seul avec le cadenas, qui sont des chaînes privées entre certains collaborateurs, et ensuite des chaînes avec le dièse devant, qui sont des chaînes ouvertes, où toute personne rajoutée à l'espace de travail ici peut avoir accès. Et ensuite, on va avoir les messages directs entre certains collaborateurs. Donc, imaginez, c'est comme un WhatsApp ou c'est comme un message sur le téléphone. Donc, en fait, cet outil nous permet quoi? Il nous permet donc là d'avoir, donc là, je suis sur la chaîne générale, c'est-à-dire que j'ai l'ensemble des 9 personnes qui font partie de cet espace de travail qui ont accès. Et on peut voir que je partage ici une photo justement d'une visioconférence où je pourrais partager un document, je pourrais juste écrire un message. Donc là, c'est une capture écran, mais si j'allais ici, en fait, vous verrez qu'il n'y aurait que 2 personnes qui seraient les personnes qui gèrent cet espace de travail, un bug booster, qui pourraient communiquer. Donc ça nous permet de, entre autres, on verra au fur et à mesure, qui permet plein plus de choses, de communiquer et d'échanger sur des thématiques particulières. Donc il faut bien comprendre que ces chaînes, en fonction de votre entreprise, seront différentes. Donc ici, on peut voir qu'on a une chaîne veille écosystème, une chaîne opération interne, une chaîne marketing, une chaîne bizdev, une chaîne contenu de communication. Donc, en fonction, vous pouvez adapter les chaînes et décider quel collaborateur aura accès à quelle chaîne. Trello, qui est beaucoup plus dans de la gestion de projet et qui peut être en fait intégré à Slack. On verra ça tout à l'heure. Donc ici, il y a un client XY. On voit que c'est en mode privé, donc il n'y a que moi qui ai accès. Je pourrais inviter des gens à collaborer, je vous montrerai après. On a ce qu'on appelle ici des tableaux. Et donc là, mes tableaux, ils sont organisés comment? Ils sont organisés de manière à ce qu'il y a à faire, ce qui est en cours et ce qui est fait. Donc ça, c'est fictif. Par exemple, j'ai créé dans ce tableau une carte, une tâche qui s'appelle demander accès à Analytics, vérifier les tags, demander accès à Facebook Manager, créer des campagnes AdWords, créer une campagne Facebook, etc. Je suis en train, en revanche, de créer le compte Google Ads. Et si j'avais quelque chose de fini, je pourrais bouger cette carte dans ce tableau pour dire que c'est fini. Et donc, une carte, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Là, c'est celle qui s'appelle demander accès à Analytics. Je pourrais ajouter une description pour aller dans le détail, notamment si je disais qu'il y a des choses à faire. Je pourrais rajouter des membres, donc dire à un tel, il faut que tu viennes collaborer sur cette carte. Une étiquette, ce qui veut dire ça c'est sur la partie outils, ou ça c'est sur la partie communication, ou ça c'est sur la partie compta. Une checklist, donc c'est-à-dire ce sont des points, où dire il faut faire ça, ça, ça et ça, et on peut dire que ça a été fait en cliquant ou pas. Une date limite qui est très importante, en fait, qui déclenche un rappel pour tous les membres qui sont sur cette carte. Il faut dire ça doit être fait à telle date. Et on peut dire on veut une notification 2 jours avant la date limite. Je pourrais ajouter une pièce jointe, PDF, un document Word, une photo, peu importe. Et après, j'ai des actions, je pourrais la déplacer donc, sur une autre tableau, est-ce que c'est fait ou pas fait. Je peux la suivre, c'est-à-dire si je ne veux pas avoir toutes les notifications, je peux juste garder un œil dessus, l'archiver, c'est-à-dire c'est fini, et la partager avec des collaborateurs. Ensuite, on a ClickUp. Alors, ClickUp qui est en fait la version très évoluée de Trello. Et donc, je vais vous montrer. Donc là, typiquement, j'ai repris le même modèle, ouvert, en train et fermé. Et il y en avait d'autres. Si on peut choisir des modèles différents. Donc là, je suis sur les visualisations du tableau, justement.
Et on voit donc différentes tâches, on voit des dates, on voit des photos, on voit des petits clics, etc. Et on voit aussi des applications ici dont je parlerai. Donc ça, c'est une visualisation de tableau. Et ici, j'ai la visualisation plus en liste que celle que j'utilise le plus moi. Donc ici, en fait, il y aurait l'espace avec le nom, le nom du projet. Et là, typiquement, on retrouve beaucoup plus nos listes thématiques, communication, outils, stratégie. Et là, je suis dans la partie communication. On voit qu'en ce moment, en progrès, j'ai le fait de rajouter des emails, les emails des contacts à un CRM. Et en ouvert, donc c'est-à-dire qui est ni en progrès ni autre, j'ai une confirmation de palette de couleurs à faire. Et du coup, on voit que ça a été mis à jour aujourd'hui, le 17 mars. En revanche, bon, c'est du fictif, mais la date limite, c'était le 6 septembre 2019, hein, donc on est bien en retard. Priorité orange, en fait, il y a 5 couleurs de priorité en allant de bas à urgent. Et là, j'ai les personnes qui ont été assignées à cette tâche, donc on a 2 collaborateurs dessus. Palette de couleurs, en fait, j'ai des petites notifications, c'est parce que j'ai des sous-tâches en fait dedans. Et donc une tâche, ça ressemble à quoi? Voilà à quoi ça ressemble. Donc on retrouve le titre, on retrouve là ici en progrès, et donc si je cliquais ici, je pourrais rajouter ce que ça a été fait ou pas. Je peux rajouter des sous-tâches, je peux rajouter des checklists, je peux rajouter des documents. Et ici, on voit en fait toutes les mises à jour qui ont été faites. Donc là, on a vu qu'on est passé, on a changé de statut, on a vu qu'on a mis une date limite, etc., etc. Et donc, du coup, aussi, bien savoir sur ClickUp, pour ceux qui travaillent en gestion de projet, on peut lier des tâches entre elles. Donc, si jamais une tâche de communication est liée à une tâche, par exemple, en comptabilité, parce que je pourrais devoir payer pour faire des flyers et donc, du coup, rajouter cette facture à ma compta, on peut créer donc des liens entre les tâches et du coup, suivre au fur et à mesure l'ensemble des tâches par thématique. Donc, ClickUp, le seul défaut, c'est qu'il était en anglais, mais il est assez intuitif à utiliser. Et donc Asana, dont je ne parlerai pas, qui est la version Rolls-Royce de tous ces outils. Donc une fois qu'on a des outils pour faire la gestion de tâches et la gestion de projet, on va pouvoir se demander comment on communique entre équipes. Donc communiquer entre équipes, on a plusieurs solutions. La solution qu'on utilise aujourd'hui, qui est Zoom, qui est gratuite, mais qui du coup limite à 40 minutes d'utilisation, mais jusqu'à 41 participants en mode gratuit. Zoom permet, comme la plupart des solutions que je vais présenter, de partager l'écran, comme ce que l'on fait aujourd'hui, d'enregistrer, comme ce que je fais en ce moment pour pouvoir ensuite la mettre sur YouTube, de voir des chats, donc des conversations au sein de la solution. Et en mode payant, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle des sous-réunions, c'est-à-dire que si on est par 40 participants et que je veux créer des groupes de travail, je vais pouvoir avoir donc 10 personnes dans un groupe, 10 personnes dans l'autre, etc. Hangout Meet, qui est la solution donc, de Google, qui est actuellement gratuit en mode professionnel suite au coronavirus, donc avec toutes les fonctionnalités payantes mises à disposition gratuites, très similaires dans l'utilisation. Pour ceux qui utilisent Microsoft, on va avoir Microsoft Teams avec leur solution de visio. Et enfin, le dernier, pour ceux qui sont plus habitués à utiliser Skype, donc il y a Skype pour Pro qui est payant, mais qui va donc annuler l'année prochaine, qui a exactement aussi les mêmes utilisations. Vraiment, c'est un choix personnel. Moi, je suis beaucoup plus Zoom. Bien que j'ai été chez Google pendant 7 ans, je me suis rabattue sur Zoom pour la qualité de la vidéo, tout simplement. Autre j'ai testé qui dernièrement, Daily, qui peut être intégré à Slack. Et également, il y a Whereby, W-H-E-R-E-B-Y, qui est une solution web. Donc, pas besoin de télécharger l'application. Vous pouvez le faire directement de votre navigateur. Enfin, il va falloir collaborer entre équipes. Donc, on réutilise Slack, bien évidemment, puisqu'on a bien vu que c'était ce qui avait plus pratique pour collaborer, pour partager des documents. Et aussi, pour collaborer, on va utiliser Evernote, notamment en prise de notes. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail Evernote. Donc, Evernote, voici à quoi ça ressemble.
Alors, Evernote, c'est une plateforme soit web, soit que vous pouvez télécharger, où on peut donc écrire des notes. Donc, j'utilise très rarement. Vous voyez, la dernière que j'ai entrée, c'était en 2014, donc ça remonte. Et je vous en ai créé une test juste là. Donc, j'ai créé une note où je vais pouvoir mettre un titre, du texte et des photos ou des documents. Je vais pouvoir ici rajouter une date limite, justement, si je veux avoir des notifications par rapport à cette note. Je vais pouvoir rajouter dans des favoris, notamment si je devais créer des dossiers, rajouter des informations ou la supprimer. Et ici, le petit bouton, c'est donc pour la partager. Ce que vous pouvez aussi faire, donc en fait, l'écran d'avant, pardon, c'était en cliquant sur le bouton plus ici. Et cet écran-ci, c'est en cliquant sur ce petit bouton-là qui permet de créer ce qu'on appelle une note de réunion. Donc on voit bien, en fait, ça c'est écrit, c'est déjà créé. Je nomme la réunion, je vais mettre la date, l'heure, là où ça s'est passé, notamment donc, si on sera en visio, le nombre de participants, la description de la réunion et les notes. Et ensuite, et on verra, c'est très important, les next steps, donc les objectifs à suivre. Et ensuite, on peut partager ici cette note et rajouter des balises, des tags pour définir est-ce que c'était une réunion pour le marketing, pour la compta, etc. Donc, Evernote qui est bien pratique et qui est gratuit aussi dans une limite de collaborateurs. Donc, une fois qu'on a fait, on a les outils pour collaborer, on a les outils pour communiquer, on a les outils pour prendre des notes, on va vouloir du coup enfin passer à faire des présentations et des réunions. Et donc, on va voir quels outils gratuits pour créer des présentations et quels outils gratuits, et quelles techniques, pardon, pour animer une réunion à distance. Alors, pour organiser une réunion, on va utiliser Slack tout d'abord. Et ce que je vous l'écran, vous voyez en dessous, en fait, c'est un outil, une application qui peut être rajoutée dans Slack qui s'appelle Simple Poll. Donc poll en anglais qui veut dire sondage. Et donc là, en fait, l'exemple, c'est justement, c'est en anglais, donc je vais vous le traduire, quelle journée est la meilleure pour faire la réunion d'équipe. Et donc, on peut offrir des suggestions et les personnes vont devoir voter et donc le nombre le plus élevé de votes est celui qui sera le gagnant. Donc typiquement, si vous voulez savoir à quelle heure êtes-vous le plus disponible, quel jour, vous pouvez rajouter cette petite application dans Slack pour pouvoir créer un sondage. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Que ce soit dans Google Agenda ou dans Outlook Agenda, on va bien évidemment organiser la réunion. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est mon agenda. J'ai créé une invitation pour un webinaire. On voit que je suis Marion Ruzica, l'organisatrice, que j'ai envoyé une invitation à une autre Marion, qui est une autre email adresse à moi. Je mets dans la description de quoi nous allons parler et ensuite où nous allons nous retrouver. Et si je descends un peu plus bas, vous verriez le lien pour la réunion. Donc, il est très important de se mettre d'accord en équipe sur quand, comment on va se retrouver et ensuite de l'organiser avec un outil de gestion de temps. Alors, ensuite, on va vouloir présenter. Donc, quels outils on peut utiliser pour présenter de manière facile? Le premier, moi que j'utilise, ayant travaillé chez Google, pour le coup, je reste là-dessus, sur les outils Google. C'est la G Suite avec les Google Docs, les Google Sheets et les Google Slides. Donc ça, ce sont des documents type Word, des documents type Excel et des documents type PowerPoint. La présentation que vous voyez aujourd'hui a été créée rapidement sur Google Slides. Je peux la partager avec des collaborateurs, soit pour qu'ils la voient seulement, ou bien je peux la partager avec des collaborateurs si je veux aussi qu'ils éditent la présentation, qu'ils puissent y faire des changements et commenter. Si vous travaillez avec Microsoft, vous allez avoir exactement la même chose, mais dans Microsoft Teams avec Office 365. Il y a également Prezi, qui est pour faire plutôt des présentations dynamiques. On va faire des zooms, des arrière-plans, etc. Pas la plus facile à prendre en main, ni, je trouve, à présenter. Mais si on veut sortir un peu du lot, il existe également Prezi qui est gratuit. Et enfin, Canva qui est vraiment pour le coup plutôt
une entreprise qui permet de faire tout ce qui est design. Donc, vous allez pouvoir faire des présentations, des flyers, des documents, des invitations, etc. de manière gratuite avec beaucoup de ce qu'on appelle des templates, donc des choses toutes prêtes. On a juste à changer les mots. Donc, très pratique. En revanche, si vous faites des présentations de plus de 10-15 diapos, je recommande de repartir là-dessus parce que Canva peut être un petit peu lourd à utiliser. Alors, les règles d'une réunion à distance. On ne fait pas une réunion à distance comme on fait une réunion au bureau. De toute façon, je pense que ces règles aussi s'adaptent, enfin, devraient être pour les réunions au bureau, mais je les redis. Donc pour moi, toute réunion à distance doit avoir un objectif parce que le temps va être perçu de manière assez différente. Donc il faut qu'on sache exactement qu'est-ce qu'au bout d'une heure on doit avoir atteint. Il faut un ordre du jour. Donc, il faut que les participants sachent pourquoi ils ont un objectif, mais surtout l'ordre du jour avec les minutes qui doivent être dédiées au temps pour chaque point. Et enfin, respecter les horaires. Donc, c'est-à-dire, si vous dites que vous commencez une réunion à 15 heures, il faut demander en général aux gens de se connecter à 14h55. Et si vous dites que ça dure 1 heure, ça dure 1 heure parce qu'il se peut que, voilà, on est dans des environnements de télétravail. Si on doit s'occuper des enfants à 16h, on doit s'occuper des enfants à 16h et on doit pouvoir se déconnecter. Donc, c'est une question de respect, en fait, de bien gérer l'horaire. Et donc, la grosse différence, c'est qu'on va donner un petit peu des rôles aux personnes et ça ne va pas être exactement les mêmes rôles qu'en réunion en visu. Donc, on va avoir une personne, en général, qui est en lien avec l'autre personne, surtout quand on est dans des petits groupes. Si on est dans des groupes plus larges, effectivement, ça va être 2 personnes différentes. Une personne qui va faire ce qu'on appelle le timekeeper, donc la personne qui gère le temps. C'est-à-dire, si on avait dit que la réunion durait 1 heure, et bah, cette personne va appeler, on a passé un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, etc. En général, elle est combinée avec cette personne-là qui est la personne fil rouge, donc qui va vraiment faire en sorte que l'on respecte l'ordre du jour et qu'on ne dérive pas sur d'autres sujets, et notamment ça en lien avec le temps. Donc si on avait dit qu'aujourd'hui la réunion c'était pour définir les objectifs sur les 15 prochains jours du confinement, avec notamment on veut parler du marketing et de la compta, et puis qu'on se retrouve à parler du recrutement, cette personne va s'engager à ramener la conversation dans le droit chemin en disant attention, on s'éloigne. Pourquoi en fait ces rôles sont importants? C'est parce qu'1 heure en visio, ça passe d'une manière complètement différente qu'1 heure en visu et surtout avec le fait qu'on n'est pas les uns à côté des autres pour se rappeler à l'ordre. Et enfin, je me suis un petit peu amusée sur les images, mais prise de notes. Donc, pourquoi on va faire de la prise de notes à distance? Tout simplement parce qu'il se peut que toute l'équipe n'est pas là, il se peut que l'on veut partager ses notes avec le reste de l'équipe qui ne peut pas faire de télétravail ou autre. Donc la prise de notes avec des solutions type Evernote ou Google Doc reste très importante. En revanche, 2 règles très aussi cruciales. Quand on est sur des réunions à distance et la visio, on va demander aux participants qui ne sont pas actifs avec leur voix de mettre leur micro en muet. Pourquoi? Vous avez 2 enfants derrière, ça va crier, on va entendre. Vous avez, comme moi, je ne sais pas si vous l'entendez, votre voisin qui a décidé d'utiliser le confinement pour faire ses travaux, ça va s'entendre. Donc, au maximum, on essaye de mettre le muet et d'enlever le mode muet que lorsque l'on veut interagir et donner une opinion. Cette règle-là, c'est quoi? C'est ne cachez pas vos caméras. Si on fait une réunion d'équipe et qu'on ne voit pas la personne, c'est très difficile d'engager la conversation et surtout on va se poser la question est-ce qu'elle est là, est-ce qu'elle n'est pas là, etc. Donc essayez au maximum, si vous avez une caméra, de l'activer pour qu'on puisse voir vos réactions, pour qu'on puisse interagir avec vous et donc que vous puissiez apporter votre opinion à la réunion. Alors, commencer une réunion. Donc en fait, on est tous sur Zoom, on est entre 5 et 15 et puis il va falloir commencer la réunion et on n'a peut-être pas, on ne sait pas toujours comment commencer une réunion à distance si on n'est pas habitué. Aussi commencer une réunion lorsqu'on a avec des collaborateurs avec qui on parle peu, parce que d'habitude on est plutôt par télé, on est plutôt soit en face à face et qu'on n'a pas l'habitude de faire des visios. Du coup, on va utiliser ce qu'on appelle les icebreakers. Attention, cette méthode-là, elle est essentiellement pour les icebreakers, c'est essentiellement pour de l'interne, à part le premier que vous pouvez aussi utiliser si vous faites des réunions récurrentes avec des clients ou des fournisseurs.
Mais sinon, ça reste de l'interne. C'est moins dans de la négo. On ne va pas l'utiliser si on fait de la visio-négociation ou autre, parce que ce n'est pas le plus professionnel qui est, mais c'est plutôt utilisé pour justement créer du lien entre les collaborateurs à distance et enlever ce que la visio peut parfois faire comme barrière entre nous. Donc les icebreakers vont être là vraiment pour ça, pour se créer ce lien et pour justement ce qu'on appelle briser la glace. Alors le premier, c'est ce qu'on appelle prendre la température de la salle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va poser la question, on va définir un thermomètre. Rouge, donc là c'est un peu les couleurs inversées, mais ici rouge, ça va pas, il y a quelque chose qui pose problème. Jaune-orange, ça va, mais si on pouvait améliorer. Et bleu, ça va super. Alors, on peut l'utiliser comment? Demander à la personne, toi aujourd'hui, comment tu te sens? Est-ce que tu es plutôt dans du bleu, du orange ou du rouge? Et pourquoi? Je suis dans du rouge, ça va pas du tout parce que j'ai un enfant qui est malade et j'ai du mal à gérer le télétravail. Ça va super bien parce que je découvre le télétravail et en fait, j'ai une efficacité beaucoup décuplée quand j'arrive à me concentrer pendant 1 heure sur une tâche sans être interrompue par mes collègues. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu comment chacun se sent. Ça peut être par rapport au télétravail ou ça peut être de manière personnelle. Et on va du coup définir une température de salle et puis on va se dire, là, la salle, elle est en rouge, on va essayer d'arriver orange à la fin par rapport à ce que vous avez dit. Le côté sortie, c'est en gros, on peut demander à la personne si aujourd'hui tu devais être ailleurs, où est-ce que tu serais? Et donc là, on rentre plutôt dans la sphère perso, ou bien si je sors, il m'arrive qu'il se passe quelque chose pendant cette réunion, va falloir que je sorte et quel serait cet événement? Mon enfant est là et commence à crier, je suis désolée, je vais peut-être devoir partir. Donc en fait, c'est soit le côté, si j'étais pas là, où est-ce que je serais? Et là, on part dans l'hypothétique et en général, on peut un peu être créatif. Ou bien, en fait, dans très réaliste, il se peut que je sorte et voici la raison pourquoi. Donc, on prévient le reste de la salle que quelque chose peut se passer. Et enfin, le dernier, notamment pour les collaborateurs avec enfants, et ça, c'est plutôt du partage de bonnes pratiques, c'est hey, vous savez quoi, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine ou qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui et que vous pouvez partager avec nous pour occuper vos enfants, soit pendant une réunion justement, soit en règle générale. Quelles idées vous avez? Donc essayez de ramener l'humain et que chacun d'entre nous a une famille ou a une situation personnelle et comment on peut la ramener de manière sympa au sein de la réunion et en ouverture de réunion. Tablez environ maximum, donc si vous avez une réunion d'1 heure, ça ne devrait pas dépasser 10 minutes en fonction du nombre de... Donc, si vous êtes 5 collaborateurs, on va essayer de donner 30 secondes, 45 secondes par collaborateur. En revanche, si on est... même jusqu'à 1 minute. En revanche, si on est 20, on va se dire qu'il faut vraiment garder au minima le temps pour pouvoir justement garder le reste du temps à l'objectif dédié et à l'heure du jour dédié. Ensuite, vous avez des icebreakers un petit peu plus créatifs et un petit peu plus rigolos. Ça, c'est plutôt quand on va faire de la cohésion d'équipe. Donc celui-là qui a été sketch-noté, ça s'appelle Vérité ou mensonge. Alors ils disent entre 5 à 10 minutes. En revanche, si on est 20 collaborateurs, ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc la seule préparation, c'est qu'il vous faut un compteur. Et ça, vous pouvez utiliser soit des compteurs en ligne, soit vos téléphones. Et donc, lors d'une réunion, c'est donc pour ouvrir une réunion. On va demander en fait aux participants de dire une vérité. Enfin, moi, celui que j'avais fait, c'était une vérité, 2 mensonges. Et le reste de la salle doit deviner quelle est la vérité. Vous pouvez le changer en disant on veut 2 mensonges, une vérité, etc. 2 vérités et un mensonge, il faut deviner le mensonge. Donc là, vraiment, c'est pour apprendre à connaître vos collaborateurs, pour que tout le monde puisse parler et pour le côté un petit peu amusement et créatif en fait, parce que c'est pas simple de sortir 2 mensonges qui pourraient être réels. Donc ça peut être assez rigolo. Il faut absolument qu'il y ait un maître de cérémonie pour celui-ci, parce qu'en amont, il va falloir envoyer soit sur Slack, soit sur l'outil collaboratif que vous utilisez, vos vérités, vos mensonges, et que la personne du coup dise telle personne, vérité ou mensonge. Vous pouvez aussi jouer au jeu des choix impossibles, où vous allez dire à vos collaborateurs, si tu devais choisir entre avoir un jet privé et ne pouvoir se déplacer qu'en métro, qu'est-ce que tu choisirais?
C'est pas facile à choisir parce que, enfin, en tout cas, tout dépend l'éthique de vie qu'on a, etc. Donc, soit vous pouvez l'adapter à votre industrie, soit vous trouvez des exemples en ligne. Mais voici aussi un autre type de jeu. Et le dernier, qui est un des plus connus, c'est les photos des chaussures. Alors, il est adaptable à deux manières. Soit, en fait, le collaborateur envoie la photo sur la chaîne Slack ou autre que vous envoyez et explique son choix de chaussures et pourquoi il aime ces chaussures-là. Moi, personnellement, celui que j'aime bien, c'est encore, il faut un maître de cérémonie. Le collaborateur envoie à une personne qui ne participera pas vraiment, enfin, on ne verra pas son choix de chaussures, donc envoie la photo du choix de chaussures et le reste de la salle doit deviner à quel collaborateur appartient les chaussures. Et en fait, on en découvre pas mal du coup sur nos amis et nos collaborateurs. Donc voilà différents types. Il y en a encore plein, mais il n'y en a pas énormément qui soient adaptés à la visio. Donc ceux-là, ce sont les plus adaptés à la visioconférence. Donc du coup, on voit on s'est connecté sur un outil, on a défini des règles avec un objectif et un ordre du jour, on a défini des rôles au sein de l'équipe pour garder le temps, garder l'ordre du jour et la prise de notes. En amont, on a fait un icebreaker si besoin. Et du coup, on va donc continuer, on va faire cette réunion. Pas plus, faites une pause toutes les environ 30 minutes. On a du mal à garder notre attention pendant une réunion en visio. Donc, on essaie de faire une pause café toutes les 30 minutes et c'est complètement possible de faire une pause café. Vous rajoutez une photo rigolote en disant pause café, on se retrouve dans 5 minutes et si on dit qu'on se retrouve dans 5 minutes, c'est dans 5 minutes. Et du coup, après, on va conclure une réunion. Et une réunion en visio, elle se conclut de manière quand même assez timée avec un résumé. Donc, voici ce que nous avons vu en réunion et voici les 3 points principaux et un objectif pour soit la réunion d'après, soit l'objectif d'équipe que vous avez, c'est demain, c'est après-demain et on utilise du coup ClickUp, Trello, etc. pour mettre à jour ou pour créer des cartes en lien avec cet objectif de réunion. Et si on dit qu'on fait une autre réunion, pendant la réunion, ou une personne ensuite après est en charge de créer l'invitation avec le nouvel objectif et le nouvel ordre du jour et le nouveau type de connexion. Donc ça, c'est très très important de le faire tout de suite après parce que très souvent, on oublie. Donc, vous avez fait ça. Ensuite, vous voulez partager, voilà, un des objectifs, c'était de créer un flyer ou de créer quelque chose, ou bien vous voulez partager la réunion, enfin, la présentation de la réunion à des collaborateurs qui n'avaient pas pu être présents. Du coup, on va utiliser des outils de partage ou de stockage. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Bien sûr, si on a Slack, on partage dans une chaîne. Mais aussi, on peut relier en fait des outils de stockage dédiés à une chaîne Slack. On peut relier Google Drive, donc qui est la solution Google de stockage, où vous pouvez avoir des fichiers que vous partagez avec des collaborateurs, que vous pouvez choisir quel collaborateur, ou à une équipe entière. Et dans ces dossiers, vous avez des types de fichiers. Dans la même idée, on a Dropbox. On a Microsoft Teams qui permet de faire ça avec OneDrive. Et pour les fichiers très très lourds, parce que tout cela, donc Google Drive, OneDrive et Dropbox, ont des capacités de stockage limitées. Si vous voulez envoyer du fichier lourd d'une personne à l'autre, sans envoyer par exemple à toute une équipe, vous pouvez utiliser WeTransfer. Donc voilà un petit partage rapide de bonnes pratiques. Les questions qui m'avaient été posées avaient été donc du coup comment faire si c'est une relation commerciale, donc si on n'est pas en équipe pour justement animer une réunion. Donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure, on ne va pas faire du partage de chaussures avec nos clients. On va, pour le coup, moi, c'est une relation normale, comme si on était en face à face. Et on peut demander complètement à la personne en ouverture de réunion comment ça va, comment ça se passe. On peut demander la température, si c'est quelque chose que vous vous sentez à l'aise de faire avec un client ou un fournisseur, et aussi de on va dire, de son envie de partager. Donc voilà, donc les icebreakers sont essentiellement pour l'interne, ou bien si on est voilà, dans le monde de la tech ou dans le monde des startups, c'est possible de faire aussi avec clients ou fournisseurs. Et voilà. Et donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer
un message sur YouTube ou bien sur LinkedIn, Marion Ruzicka, Ruzicka. Merci beaucoup.